En Haïti, les chants traditionnels racontent un peu tous la même histoire, celle de leur pays. Une petite île perdue au milieu des Caraïbes qui a changé le destin de l'humanité. Grande comme une région française, Haïti a tout vécu, tout connu. L'enfer de la traite des Noirs pendant la colonisation et l'apothéose d'une libération héroïque. Car c'est ici qu'a eu lieu la seule révolte d'esclaves réussie au monde. Ici qu'a été créée la première république noire indépendante de l'histoire. Un passé glorieux et douloureux qui a façonné un peuple combatif et résilient. On est fiers, on est très fiers. Un peuple si créatif dans sa culture, dans sa capacité de lutte et de résistance. Malgré les difficultés, on ne peut qu'être confiant. L'avenir de ce peuple sera grand. Au XVIIe siècle, Louis XIV récupère l'ouest de l'île d'Hispaniola. Un morceau de terre sans or qui n'intéresse plus les Espagnols. Saint-Domingue est né. En quelques années, les Français vont en faire une véritable usine à sucre. La plaine du Nord notamment, avec son climat humide et ses terres fertiles, se couvre de champs de canne. Comme ici, à Cartier-Morin, à quelques kilomètres du Cap Haïtien, où subsistent les ruines d'une habitation gigantesque qui couvrait plus de 300 hectares. Là, on est dans l'habitation Gallement du Plat. C'était une très vaste habitation et l'une des premières à commencer à planter de la canne. Si vous regardez, il y a des vestiges assez imposants. De ce côté, c'était là où il y avait l'atelier, et de l'autre, c'était la maison où vivait le colon. En quelques années, plus de 8500 habitations comme celle-ci sortent de terre, appartenant pour la plupart à de grandes familles bordelaises et nantaises. Là, on est vraiment dans la structure coloniale, avec toutes les caractéristiques des constructions coloniales de l'époque. Il n'y avait pas de ciment. Donc c'était fait avec de la chaux et des roches. Il y a le tunnel qui devait apporter l'eau. Il y avait une grande roue qui était là avec des pales. Quand la roue tournait, le moulin était entraîné. Et pendant ce temps, les esclaves fourraient les cannes dans le moulin pour extraire le jus, qui allait ensuite faire le sucre. En un siècle seulement, Haïti devient la colonie la plus riche de toutes les Amériques, fournissant les 3/4 du sucre consommé en Europe. Mais cette prospérité a un prix, car la culture de la canne nécessite de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Les colons se fournissent au marché aux esclaves à quelques kilomètres de là. Les gens les achetaient comme ils achetaient des bovins ou des cabris. Ils le tâtaient, ils regardaient s'il avait de bonnes dents, s'il était assez robuste, s'il allait résister au travail qu'on allait lui demander. Les esclaves étaient auscultés dans toute leur intimité, sous toutes les coutures. Et ensuite, ils étaient achetés et emmenés dans les champs pour travailler. À la fin du XVIIIe siècle, près de 500 000 esclaves vivent en Haïti, pour à peine 30 000 colons. Un record. Travaillant 12 heures par jour sous un soleil de plomb, subissant toutes sortes de maltraitances, leur espérance de vie sur l'île n'était que de 8 à 10 ans. Aujourd'hui, c'est la nature qui reprend ses droits. Les racines des arbres prennent le dessus sur l'injustice. Ils couvrent les ruines qu'il reste de cette époque. C'est vraiment symbolique de la réalité haïtienne. Face à de telles conditions de vie et de travail, certains esclaves tentent de s'échapper et d'aller se cacher dans les montagnes. On les appelle les marrons, de l'espagnol cimarron, ceux qui vivent dans les cimes. À quelques kilomètres de Cartier-Morin, dans les hauteurs de Bois Caïman, on trouve encore aujourd'hui ce qui leur servait de refuge. À l'époque, la forêt est particulièrement dense
les chemins très escarpés. Cette grotte, aujourd'hui repeinte aux couleurs du drapeau haïtien, était alors totalement dissimulée. La devise des Marrons, c'était être capable de voir tout le monde sans que personne ne puisse nous voir. Il y avait vraiment des espaces où les Marrons vivaient en liberté, en marge de la société esclavagiste. Ils créaient une communauté, un mode de cohabitation qui leur permettait de survivre, d'évoluer. Au milieu du XVIIIe siècle, on estime qu'environ 3000 Marrons, des hommes et quelques femmes, se terrent ainsi dans les forêts haïtiennes, se nourrissant de ce qu'ils trouvent dans la nature ou de ce qu'ils volent dans les plantations. Pendant longtemps, ils vivent sans véritable organisation. Mais l'arrivée d'un nouvel esclave marron, un certain François Macandal, particulièrement revendicatif et très bon orateur, va changer la donne. Macandal va voir le marronnage comme une stratégie collective qui va permettre à la masse des esclaves d'acquérir l'indépendance. Dans les forêts du nord du pays, Macandal met en place une véritable guérilla marron. Depuis les montagnes, il organise des bandes d'esclaves qui vont retourner dans les habitations, dans les plantations, pour lutter, pour empoisonner les sources, pour empoisonner les champs et pour tuer les colons qui étaient leurs oppresseurs. Macandal est finalement fait prisonnier par les Français en 1758 et brûlé vif pour l'exemple. Mais la lutte continue par des actions ciblées. Au même moment, à 10 km de là, le cap haïtien s'appelle alors le Cap français. C'est la capitale de la colonie. Les Blancs y coulent une vie paisible. Cette maison nous montre comment vivaient les colons, comment vivaient ceux qui étaient à la tête de la société. À la tête de société ça, ça les témoins comment moun sa yo te kon vive. Là, cet espace, c'est ce qu'on appelle une galerie. On suppose que c'est un espace social où les familles se réunissaient. Le Cap français était appelé le Paris d'Haïti. C'était le joyau de l'époque coloniale. Tous les grands comédiens français, tout le monde venait au Cap parce que c'était une ville très riche. Mais le confortable équilibre des colons vole en éclats 2 ans après la Révolution française, le 22 août 1791. Galvanisés par une grande cérémonie vaudou, les esclaves et les marrons se soulèvent, brûlant les plantations, massacrant les blancs, femmes et enfants compris. Malgré la répression française, les insurgés résistent. Les combats s'éternisent. Haïti devient alors l'objet de toutes les convoitises. L'Espagne et l'Angleterre attaquent le Cap français, tandis qu'une partie des colons entre en rébellion pour obtenir l'indépendance. Acculés de tous les côtés, la France et son commissaire spécial Sontonax, un révolutionnaire jacobin, tentent par tous les moyens de trouver des alliés, jusqu'à ce 29 août 1793. Derrière nous, c'est la place d'armes du Cap haïtien. C'est là qu'a eu lieu un événement majeur, la proclamation de l'affranchissement des esclaves par Sontonax. Il a décidé de proclamer l'affranchissement pour pouvoir créer une alliance avec les esclaves contre les colons autonomistes. S'ensuit une période très troublée, faite d'alliances, de trahisons, de redditions. Napoléon Bonaparte tente même de rétablir l'esclavage. Le 18 novembre 1803, épuisés par les combats, décimés par les épidémies de fièvre jaune, les troupes françaises capitulent définitivement. Les anciens esclaves ont gagné. Des nègres, des va-nu-pieds, des moins que rien, des bêtes sauvages ont réussi à gagner pour conquérir l'indépendance. Et on a battu la plus grande armée de l'époque.
Le 1er janvier 1804, l'indépendance est proclamée. Haïti devient la première république noire de l'histoire. Reste maintenant à préserver cette liberté, car l'émancipation d'Haïti bouleverse l'équilibre du monde. Les grandes puissances esclavagistes craignent que d'autres colonies se soulèvent et attendent le moment opportun pour envahir l'île à nouveau. À 30 km du Cap haïtien, le nouveau roi Christophe se lance dans une entreprise démesurée. La construction d'un gigantesque fort qu'il veut imprenable au sommet des montagnes de Milo. Bon, ça, c'est Citadelle. C'est la citadelle. C'est le plus grand fort du monde. C'est le roi Christophe qui l'a fait construire en 1805. La citadelle, La citadelle, c'est le symbole de la nation, le symbole du peuple haïtien tout entier. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire un petit truc, tout de même. C'est un peu fou comme projet, mais bien réel. La citadelle La Ferrière. Une véritable prouesse architecturale. Un labyrinthe de près de 10 000 mètres carrés sur 6 étages, pouvant abriter plus d'1 millier de soldats. On est en hauteur, à peu près 1000 mètres d'altitude. C'est un bon endroit pour construire la citadelle. Comme la mer est juste au nord, on pouvait la voir d'ici. C'est très important stratégiquement parlant. Si n'importe quel bateau arrivait, on pouvait le voir et décider d'agir depuis la citadelle. Pendant 15 ans, plus de 20 000 Haïtiens, hommes, femmes et enfants, se relaient pour monter pierre par pierre cette forteresse dans des conditions extrêmement difficiles. 2000 d'entre eux y laissent la vie. C'était un devoir patriotique, presque un devoir civique. Les gens venaient de très loin pour participer à la construction de la citadelle. Christophe avait dit à ses sujets, « Écoutez, vous avez deux choix. Si vous m'aidez, vous serez toujours libre. Sinon, vous retournerez en esclavage. » Les canons de la citadelle n'ont finalement jamais eu l'occasion de servir. Malgré les nombreux soubresauts de son histoire, Haïti n'a plus eu à lutter pour défendre cette indépendance si chèrement acquise. Une lutte héroïque de leurs ancêtres que les Haïtiens ont à cœur de partager. Mon arrière-arrière-grand-père travaillait ici en tant que maçon et soldat. J'ai une certaine fierté, je dois vous avouer, d'amener du monde ici et de raconter l'histoire de la citadelle. Je pense à tous les sacrifices que mon ancêtre a dû faire. Et ça me fait comprendre notre devoir de continuer leur œuvre d'une manière ou d'une autre.